Ce livre que j'ai sur mon étagère, il vient d'où? Si la première histoire connue, l'épopée de Gilgamesh, remonte à 4500 ans, il s'en est fallu des événements pour qu'on puisse acheter ce livre de notre auteur préféré à la librairie ou l'emprunter à la bibliothèque du quartier. Après avoir pendant très longtemps été manuscrit, c'est-à-dire retranscrit à la main sous de multiples formes, le livre rentre dans l'époque moderne avec l'invention de l'imprimerie de Gutenberg à Mayence, en Allemagne, en 1452. Le premier ouvrage, c'est la Bible en 42 lignes, dite B42. Pendant les siècles qui suivent, l'imprimé va donc circuler de plus en plus, mais demeure tout de même l'objet d'une élite lettrée, ou bien sous de petits fascicules très souvent religieux de type almanach que les colporteurs font circuler. Au milieu du XVIIIe siècle, alors que les auteurs travaillaient jusqu'alors avec des imprimeurs libraires, et grâce à des mécènes, une nouvelle fonction apparaît, celle de l'éditeur. Ce professionnel qui coordonne l'écriture de l'ouvrage. André-François Le Breton, premier éditeur de l'histoire, organise la publication de l'Encyclopédie des Lumières, avec entre autres son système révolutionnaire de renvoi, repris plus tard par Wikipédia. Le Breton invente aussi au passage le principe de la souscription pour financer l'édition qui fait rentrer le livre dans une nouvelle économie et qui implique le futur lecteur dans la vie du livre. Il faut attendre le XIXe siècle pour que l'évolution des techniques d'impression favorise l'essor de la presse et, par la suite, le développement des feuilletons, des romans publiés périodiquement. La cousine bête de Balzac est ainsi le premier roman publié en feuilleton. L'éditeur va, lui, suivre l'évolution de l'imprimé tout au long du XIXe siècle. De meilleures techniques d'impression permettent de produire plus de livres à moindre coût. Un certain Hachette flaire la bonne affaire, et tout en développant un réseau de librairies de gare appelé Bibliothèque de gare, inaugure au milieu du XIXe siècle le roman de gare et autres petits ouvrages à faible coût et accessibles aux voyageurs. C'est la révolution de la lecture qui s'inscrit dans celle de l'éducation. Les réformes de l'éducation populaire à la fin du XIXe siècle, sous l'impulsion de Jules Ferry, changent encore plus la donne. Plus on est capable de lire, plus les livres sont produits en grand tirage et à prix bas, plus la littérature circule. C'est dans un tel contexte que des auteurs populaires comme Jules Verne, accompagnés de son très indissociable éditeur Pierre-Jules Hetzel, vont connaître leur essor. Victor Hugo, Émile Zola ou Alexandre Dumas auraient-ils connu la même consécration dans un autre contexte? Le XXe siècle voit une croissance constante de la production de livres avec des prix littéraires, le prix Goncourt, le prix Femina, d'ailleurs, pour certains, inventés par des auteurs qui souhaitaient récupérer un peu de place au milieu de tous ces éditeurs. Mais les éditeurs sont très malins et placent dans les jurys leurs propres auteurs et récupèrent donc la maîtrise des prix. Le plus grand changement survient entre les deux guerres. Le développement du lectorat favorise une invention très importante en Angleterre par l'éditeur Penguin dans les années 30, le livre de poche héritier de l'almanach. En France, il faut attendre les années 1950 pour que l'édition en livre de poche se développe. Ces livres de poche ont la particularité alors d'avoir des tranches, c'est-à-dire la partie des pages du livre qui ne sont pas couvertes par la couverture ou la reliure, qui sont de différentes couleurs, rouge notamment. C'était parce que le papier utilisé était recyclé dans une période de pénurie. Depuis le milieu du XXe siècle, l'édition n'a cessé de grandir et de s'industrialiser. Toujours plus de livres, du brochet, première édition originale des livres, aux poches, avec le renfort des prix et de la presse littéraire, les auteurs deviennent de plus en plus des figures médiatiques. Des éditeurs ont aussi commencé à être rachetés par de plus gros éditeurs qui créent des mouvements de concentration. Ces mêmes groupes d'édition sont ensuite rachetés par des groupes industriels dès les années 1980. Cette concentration s'accompagne parallèlement par un second grand moment, la loi sur le prix unique du livre qui impose de fixer un prix de vente au public. Ce prix unique du livre favorise une encore plus grande accessibilité des livres et vient soutenir la librairie. Des années 1980 aux années 2020, l'édition française est passée de 20 000 nouveaux livres publiés chaque année à quelques 70 000 aujourd'hui. Le tout s'accompagne aussi d'une multiplication des formats et des pratiques de lecture. On pense au numérique notamment. Et les éditeurs indépendants, eux, se rassemblent de plus en plus pour lutter contre les plus grosses firmes, sous notamment de jolis slogans comme la bibliodiversité. Cette biodiversité appliquée au domaine du livre, pour que l'industrialisation n'étouffe pas la diversité de l'édition et de la production littéraire et intellectuelle. Et tout ça, afin que l'on continue à avoir toujours de nouveaux livres originaux. Alors, dans cette étagère de livres, du 9 docteur,